La dernière semaine d'octobre 2025 fut un cauchemar pour la Russie, comme si l'opération militaire spéciale de 3 jours ordonnée par Poutine ne pouvait empirer. Elle a encaissé coup sur coup en l'espace d'une seule semaine, une période qui a mené à un point où la Russie ne pouvait tout simplement plus supporter. Pour Vladimir Poutine, il ne s'agit plus de victoire, il s'agit de survie. Cette seule semaine a infligé une combinaison de 4 coups qui a brisé l'élan de la Russie. D'abord, les sanctions américaines ont anéanti les exportations pétrolières de Moscou. Ensuite, les alliés de la Russie ont tourné le dos à Poutine, et une nouvelle vague de pertes sur les lignes de front. Et enfin, le peuple russe se rend compte à quel point cette guerre se passe vraiment mal. Tous ces facteurs ont fait de la dernière semaine d'octobre la pire que la Russie ait connue depuis le début de l'invasion. Le Kremlin ne l'admettra jamais, mais la preuve est évidente, surtout à voir la réaction du public russe. Regardez. Comment pourrais-je le savoir? Est-ce que notre gouvernement se soucie de nous? Des retraités? Bien sûr que non. Comment pourrais-je savoir à quoi c'est lié? C'est en grande partie à cause de la guerre. Tout part là-bas, tout l'argent va à la guerre. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment arranger la situation? Il faut que Zelensky soit écarté et tout sera réglé. Octobre a aussi été le mois où les Russes ont compris que cette guerre ne touchait pas seulement leur portefeuille. Cela allait aussi affecter leur mode de vie et leur sommeil. À l'approche de l'hiver, la guerre des coupures de courant a touché chaque ville de Russie, y compris Moscou. Le président Zelensky avait publiquement promis à Poutine que s'il continuait d'attaquer les centrales électriques ukrainiennes, l'Ukraine s'assurerait que Moscou soit plongé dans le noir pour l'hiver. C'est exactement ce qui s'est produit après l'attaque de Poutine sur les villes ukrainiennes. La dernière semaine d'octobre, les contre-attaques ukrainiennes ont causé des coupures de courant près de Moscou. À Lipsk, Tamavou, à Belgrade, à Rosneft, à Tula, à Razaïan, à Oryx, à Koursk, à Bariansk, à Rostov et dans de nombreuses autres villes. En fait, c'est la première fois depuis le début de cette guerre que l'Ukraine a la capacité de faire ce que la Russie fait aux villes ukrainiennes depuis 3 ans. Et cela signifie que Poutine ne peut plus attaquer l'Ukraine en toute impunité. Et c'est précisément pour cela que Poutine a maintenant vraiment peur. Il est tellement terrifié qu'il a laissé le reste de la Russie sans défense. Juste pour s'assurer qu'il a un cercle iride tout autour de Moscou. Bien sûr, il veut protéger la capitale, mais il veut aussi se protéger lui-même. Et je ne comprends pas cette paranoïa. Les drones ukrainiens veulent juste prendre le thé avec lui, mais Poutine n'est sans doute pas d'humeur. La situation de coupure de courant est tellement répandue que l'on voit maintenant des émissions de propagande russe demander de l'argent pour des générateurs, tout en célébrant le fait que la Russie frappe les centrales électriques ukrainiennes. Une telle ironie ne s'invente pas. Écoutez par vous-même. Je pense que c'est bien. Nous poursuivons la collecte de dons pour la région de Belgrade. Nous achèterons des appareils qui nous permettront de chauffer les espaces et de cuisiner des aliments. En bref, tout ce dont ont besoin ceux qui, excusez-moi, sont des réfugiés et vivent dans des maisons situées dans la zone de coupure de courant. Le régime de Kiev cible les infrastructures civiles et énergétiques. Nous devons être prêts à tout. Nous serons prêts pour... Tout. Bien sûr, Poutine ne se soucie pas vraiment de la population russe, mais ce ne serait pas la pire semaine pour la Russie, si seuls les Russes souffraient. Poutine souffre aussi, et tout cela, c'est grâce aux sanctions américaines. Le Kremlin tenait à organiser une rencontre Trump-Poutine à Budapest. La Russie espérait peut-être pouvoir encore une fois berner le monde avec des négociations de paix, sans jamais vraiment apporter la paix en Ukraine. Eh bien cette rencontre est tombée à l'eau, tout ça grâce à Sergueï Lavrov. Et puis, la Russie a été frappée par quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Dès le lendemain de l'échec de la rencontre, les États-Unis ont annoncé des sanctions écrasantes contre 2 des plus grandes compagnies pétrolières de Russie, Rosneft et Lukoil. L'impact a été immédiat et persiste, même en novembre. La Chine a immédiatement réduit ses importations russes, et l'Inde a remplacé le pétrole russe par du pétrole irakien et émirati. La Turquie achète désormais plus de pétrole non russe, et le Brésil a réduit sa dépendance au diesel russe. Pourquoi ces pays sont-ils importants ? Parce qu'ils étaient les 4 principaux acheteurs de pétrole russe depuis l'invasion de Poutine. La Chine était première, l'Inde deuxième, la Turquie troisième, le Brésil quatrième. Maintenant, ils abandonnent tous la Russie, justement au moment où l'économie russe part à la dérive.
Vous voyez, l'économie russe s'effondre sous l'effet de la stagflation. Qu'est-ce que la stagflation? C'est quand l'économie ne croît pas et que l'inflation est très élevée. En termes simples, tout augmente en Russie, sauf les salaires des gens, et cela inclut aussi le salaire de Poutine. En octobre, les revenus pétroliers russes ont baissé de 27% sur un an. Et comme si cela ne suffisait pas, d'après le ministère russe du pétrole, ou peu importe comment ils l'appellent, là-bas, ils s'attendent à ce que les revenus continuent de baisser pendant les 2 derniers mois de l'année. C'est parce que des sanctions ont été annoncées le 22 octobre. Je suis sûr que les effets sont encore en train de se faire sentir pendant que j'enregistre ceci. Cela signifie que le déficit russe s'aggrave, la situation empire, et la Russie hausse les impôts pour y remédier. Mais les citoyens n'ont déjà pas beaucoup d'argent à dépenser de toute façon. Pour un dictateur, c'est une perspective très inquiétante. C'est exactement pour cette raison que, pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, nous avons vu le service fédéral de sécurité admettre publiquement qu'il craint un coup d'État. Ils ont ouvert une affaire pénale contre des opposants russes à l'étranger, les accusant de vouloir renverser violemment le gouvernement. Mais en réalité, les figures de l'opposition en exil sont le moindre des soucis de Poutine. C'est parce que Poutine se fait des ennemis de tous les côtés. D'abord, d'un côté, il saisit les avoirs des oligarques pour financer son invasion. D'autre part, il multiplie les taxes et limite les libertés pour financer son invasion. Maintenant, du point de vue d'un oligarque, à mesure que vous voyez de plus en plus de vos amis tout perdre, vous commencerez à vous demander « Peut-être devriez-vous agir avant que Poutine n'agisse contre vous ?» Et il n'y a pas que les oligarques. Même le public danse maintenant dans les rues de Saint-Pétersbourg et parle de laisser les cygnes danser. Des cygnes qui dansent. Cela signifie qu'ils veulent une révolution comme en 1991, où le tsar Poutine et son régime sont renversés, et où la démocratie triomphe réellement, en Russie. La situation est tellement grave que même les chaînes de télévision russes en parlent, mais d'une manière très particulière. Pour une raison quelconque, il y a des Russes qui ont un mépris particulier pour la démocratie. Écoutez plutôt. Ils cherchent à reproduire l'effondrement de l'Union soviétique. L'auteur est Snyder, professeur à Yale. C'est un vaurien qui a créé le terme « post-Russie » en 2022 et le promeut activement aujourd'hui. Il y a plusieurs concepts là-bas. Le premier, c'est le démembrement, mais il y en a un deuxième. Le second vise à renverser le régime pour faire de la Russie un pays post-Poutine. Il dit qu'en fait, la Russie doit vivre deux choses dans sa défaite lors de la guerre impérialiste. La première, c'est que la Russie doit perdre la guerre impérialiste. Et la seconde, c'est qu'elle doit devenir démocratique à la suite de sa défaite. Alors, qu'a inventé ce vaurien? Il a créé la loi du développement de l'histoire européenne, incluant la Fédération de Russie. Il affirme que la Russie doit perdre une guerre impérialiste, comme les autres pays européens, et ainsi devenir démocratique. C'est le cœur de son idée. Le démembrement importe peu, seule la logique compte. Mais malheureusement, concernant l'effondrement de l'Union soviétique, c'est une recette qui a malheureusement été appliquée. C'est l'une des recettes qui malheureusement n'a pas été appliquée. Le principal problème pour Poutine est d'avoir bâti son économie sur la peur. Et cela signifie que la paix est sa plus grande menace. C'est pourquoi il ne peut pas vraiment arrêter cette guerre. Donc, pour continuer, nous venons de le voir ordonner la plus grande conscription en Russie depuis 9 ans. 135 000 autres jeunes Russes seront enrôlés, et ils seront forcés de signer un contrat avec l'armée russe. Mais vous voyez, il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi changé la façon dont fonctionne la conscription en Russie. Au lieu d'avoir deux périodes différentes que la Russie utilisait pour la conscription, désormais, comme à l'époque soviétique, la Russie enrôlera des jeunes Russes toute l'année et les enverra en Ukraine pour mourir. Et je le pense vraiment, parce que ces adolescents ne sont pas vraiment formés. On les force à signer un contrat, on les envoie directement sur la ligne de front. Et tout ce qu'ils peuvent devenir, c'est de la chair à canon. C'est quelque chose que l'on peut voir dans des vidéos TikTok et d'autres vidéos sur les réseaux sociaux que les soldats russes font depuis les lignes de front. Regardez simplement celle-ci comme exemple. Si quelqu'un voit cette vidéo, j'espère que je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un voit cette vidéo, j'espère que je ne saurai pas quoi Faire. La radio est tombée en panne. Plus de connexion, rien. Il n'y a ni nourriture ni eau. Rien. Il y a beaucoup
beaucoup de cadavres. Les feuilles sont tombées, nulle part où se cacher. Je ne vois aucun village ni rien d'autre. Il n'y a pas de baie, il n'y a rien. Moi non plus, dans le village. Où courir? Comment se cacher? J'espère survivre, merde? Où courir? Comment se cacher? J'espère avoir survécu, Béliat. Bien sûr, il y a maintenant beaucoup de vidéos du front que nous ne pouvons pas vous montrer ici sur cette chaîne. Parce que YouTube les juge inadaptés et aux annonceurs, ils limitent ou même suppriment nos vidéos. C'est pourquoi nous avons lancé Business Basics. Là-bas, sans restriction, nous pouvons vous montrer une couverture non censurée de l'actualité en Ukraine et dans le monde. Le mieux, c'est qu'il n'y a aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à écouter des annonceurs pour décider de ce que nous pouvons couvrir ou non. Votre soutien permet de faire fonctionner ce site. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à consulter basicsinsider.com. Utilisez le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En vous inscrivant, vous accédez à de nombreux contenus déjà en ligne sur le site. Vous pourrez aussi voir tout notre contenu en ligne et soutenir la chaîne et notre couverture à l'avenir. Merci beaucoup. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo.